Voilà. Bonjour. Ah ben voilà, c'est encore plus simple, vous êtes ensemble, c'est encore plus facile. Ben Bonsoir. Ah oui, oui. Mais j'ai mis mon compte juste pour faire ameuter les gens qui me suivent. D'accord. Voilà, comme ça, ben, j'oublie tout. Donc bonsoir à tous les deux. Voilà. On va juste fermer la fenêtre parce que c'est rien. Donc, Alors, donc je laisse vous présenter. Moussa Stéphane, président de l'association Jobly, donc avec ma collègue et partenaire, voilà. Olivia Carogo, vice-présidente de l'association Jobly, qui est donc une association pour, pour toute la problématique de la protection de l'enfance qui se passe principalement en Suisse. Plus D'accord. précisément dans notre canton, parce qu'à la base, on s'était rendu compte qu'on avait essayé de faire toute la Suisse, voire la Suisse romande, donc la partie suisse qui parle français, mais on s'est vite rendu compte que c'était un boulot monstre et tout, donc on s'est un peu recentré sur notre région. D'accord. Donc, pour Voilà. expliquer aux téléspectateurs qu'est-ce qui est constaté en Suisse dans les dysfonctionnements par rapport à la protection de l'enfance, qu'est-ce qui se passe, quel est le dysfonctionnement majeur et euh, comment, qu'est-ce qu'on doit dénoncer par rapport à tout ça. Alors, ben, déjà, en Suisse, bien que c'est un pays, tout il est beau, tout il est magnifique, on a un énorme dossier qui est apparu il y a quelques années en arrière. Donc, si tu le permets, je vais bien te faire un peu l'historique de ce qui s'est passé entre le 19e siècle et 1981, hein, si tu le permets. Donc, pendant cette période, en fait, entre le 19e siècle et 1981, on estime environ 100 000 enfants, voire plus, qui ont été placés dans des familles d'accueil, principalement paysannes à cette époque-là, ou des institutions. En devenant adultes, ils ont essayé de chercher des explications de pourquoi ils étaient placés, etc. Donc, ils n'ont eu aucune réponse, ni de l'État, ni des familles, ni même de l'Église, parce que c'était aussi l'Église qui gérait ça à l'époque. Euh, ils ont constaté justement que tous les enfants placés, en tout cas une énorme majorité d'enfants placés, qui étaient maltraités dans les familles d'accueil et les institutions, à l'intérieur même de ça. Donc il y a eu énormément de choses. Hein. Ça allait du harcèlement, viol, maltraitance physique et psychologique. Et sans oublier le travail fourni dans les champs, dans les bétails et ainsi de suite. Exactement. Donc pour les paysans, c'était un peu de la main-d'œuvre gratuite, voire même subventionnée, parce que l'État leur donnait de l'argent pour garder ses enfants. Et donc ils ont cherché à retrouver, enfin en étant adultes, ils ont cherché à avoir leur dossier, ce qui n'a pas été fait, parce qu'ils n'ont pas trouvé. Et à partir de 2013, en fait, nous avons eu le mea culpa de la Confédération par la voix de la ministre de la Justice, Simonetta Sommaruga, qui s'est excusée de toutes ces maltraitances, machin, et qui a ouvert les archives à ces gens-là pour qu'ils puissent retrouver leur dossier. Mais maintenant, il y a la grosse problématique de retrouver ces dossiers qui sont un peu éparpillés dans toutes les archives de toute la Suisse, dont certains ne sont même pas complets, etc. Donc finalement, ces enfants, ils ne connaissent pas la totalité de leur histoire. Donc ça, c'est le truc, voilà. Après, je sais pas si Joshua, tu voudrais intervenir là-dessus par rapport à ce qu'on a dit. Comment tu... En fait, c'est le même constat en Belgique, en France, en Suède et dans tous les autres pays. On est toujours dans une même problématique. Ça rapporte de l'argent, il y a de la maltraitance, il y a des viols, il y a de la pédophilie, il y a tout ce qui s'ensuit. Il y a de la violence dans les centres. Ça, il y en a déjà, il y a déjà eu des dénonciations sur ce sujet-là, par exemple en France, avec les loufoques, avec des reportages et tout ça. Donc il y a toujours cette maltraitance qui est là, qui reste
perpétuelle et qui continue. Il y a toujours cette maltraitance. Il y a toujours ce kidnapping d'enfants qui est légalisé et qui fonctionne et qui rapporte énormément d'argent à toutes les institutions qui se battent. Parce que ce qui est dramatique, c'est qu'au plus on avance, au plus il y a des associations qui se créent, qui travaillent dans le secteur et au plus ça se développe parce qu'on en veut de plus en plus. Et il y a même des gens qui préfèrent travailler en tant que directeur d'une association par rapport à ce secteur-là, qui peut vraiment bien gagner sa vie et faire un travail qui est très facile sans se casser la tête. Quand on voit que nous, on travaille avec acharnement et difficulté pour avoir un montant vraiment dérisoire, et eux se pondent des associations, sont subventionnés à gogo, font de détournement de fonds publics à n'en pas finir. On avait par exemple expliqué sur une association qui travaille par rapport au SDF, il y avait une personne qui était directeur de cette association, il se faisait 15 000 euros par mois de salaire. 15 000 euros par mois de salaire et il roulait avec une voiture dernier cri. Ça a fait un scandale parce qu'on l'a interpellé, on lui a dit mais comment se fait-il qu'avec une association qui défend les SDF, vous arrivez à avoir 15 000 euros par mois de salaire et tout ça. Mais voilà, donc c'est bien pour expliquer qu'il y a un gros problème et c'est continu, ça n'arrête pas et ça explose parce qu'au plus on avance, au plus on a des dossiers et au plus on a des familles détruites. Oui, parce que là, tu vois, nous en Suisse, après quelques petites recherches très fructueuses, donc on a un foyer dans notre région qui accueille des enfants à partir de l'âge de 7 ans. Nous avons trouvé justement, parce que comme c'est une fondation, donc ça reste encore public. C'est public, mais c'est un peu comme une association, mais subventionnée si on veut bien. Parce que les associations en Suisse, elles sont à but non lucratif, alors que la fondation, elle peut déjà être lucrative, mais ils ont un peu les mêmes règles que les associations, c'est-à-dire ils doivent quand même faire des comités généraux et puis faire approuver leur budget et tout et tout. Et ben justement, nous avons trouvé en 2019 et 2020 les chiffres de ce que ça rapporte un foyer ici en Suisse. Je veux bien avoir petite idée. Ouais. Voilà. Donc, ce qui concerne donc le produit net des prestations de services, donc la contribution, le remboursement des repas par personne, ainsi que les autres produits comme le loyer, les différentes choses, d'établissements. Pour l'exercice 2020, ça a rapporté 4 261 518,35 centimes. Pour une structure. Pour une structure. Une seule structure. Oh là là, Non, c'est hallucinant. Et attends, sincèrement, ça c'est rien. Ça c'est juste pour les prestations de service. Ensuite, il y a la charge. Coucou Claudia. Ah mon Dieu. Il a droit. Voilà. Claudia, typiquement, c'est une maman qui commence d'abord à faire justement avec l'APA et compagnie. Et j'y donne justement les chiffres du foyer auquel elle a été visitée parce qu'il y a peut-être une décision de placement qui sera donnée pour ses enfants. Et nous, on essaie de l'aider pour éviter la situation. Voilà, donc c'est un peu comme une de nos clients, si on veut bien. Si tu as envie de connaître la charge salariale, elle s'élève un peu moins de 3 millions. 3 millions. Pour la même structure, donc on est déjà presque à 8 millions. On est toujours sur la même structure. On est toujours sur la même structure. D'accord. Donc la charge salariale est de 3 millions, un petit peu moins, mais bref. La charge salariale, non, la charge sociale, pardon. Oui. Elle est un peu plus de 500 000. Et les autres charges de personnel, c'est environ 40 000. Donc on arrive sur un total de charges de personnel de 3 635 000. Et pour une année,
Oui, C'est pour une seule année. oui, Hein, donc donc on va dire en gros, on serait plus ou moins à 10 millions par an pour une structure. Attends, on n'a pas fini. Ah, Attends, on n'a pas fini. c'est pas fini. Il y a les autres charges d'exploitation, hein, comme le matériel médical, l'alimentation, le ménage, l'entretien des repas, les écoles, formation et loisirs, l'administration et les assurances et taxes. Donc là, on arrive à un peu moins de 500 000 hein, pour ces charges-là. Donc, résultat d'exploitation. Tiens, il n'y a pas de résultat d'exploitation. Si, c'est bien celle-là. Ouais, c'est celle-là, les 500 000. Ouais. On n'a pas le total. Si, avant intérêt et amortissement. Mais ça, c'est. Ça, c'est résultat d'exploitation, en fait. Ah oui, mais le produit net, ça c'est ce qu'ils ont reçu, puis après il y a toutes les dépenses. Ouais. Donc en gros, dans toutes les dépenses, avec les amortissements, les intérêts et tout, ils ont perdu. Hein, ils ont perdu parce qu'ils étaient quand même en négatif en 2020. Ils ont perdu, attention, accroche-toi bien, 190 francs 10. Ouais, mais ce qui était plus drôle dans l'histoire, c'est le budget, parce que là, niveau budget puis exercice, il y a un truc que je viens de réaliser. Oui, mais le budget, c'est ce qu'il prévoit, et puis l'exercice, c'est l'effectif. Oui, voilà. Donc on va dire, pour une structure en Suisse, plus ou moins 10 millions d'euros par an. Là, je dirais c'est 470. Non, pour une structure, ce serait plutôt 5 millions d'euros. 5 millions d'euros. Qu'ils reçoivent. Après, il y a toutes les dépenses. Donc c'est ça. Après, c'est un équilibre entre ce qu'ils reçoivent et les dépenses. Quand on entend qu'en Suède, ils expliquaient qu'ils créaient des hôtels et qu'ils facturaient à 2000 € la nuit pour héberger un enfant, imaginez-vous, 2000 € la nuit. Donc on est vraiment dans l'excès phénoménal. Hein. Donc il n'y a pas d'argent pour aider les personnes qui ont besoin d'aide. Il n'y a pas d'argent pour aider les familles qui ont besoin de soutien et tout ce qui est clé pour pouvoir être de bons parents. Il n'y a pas d'argent pour ça. Par contre, il y a de l'argent pour dépenser à gogo pour faire des crimes et de faire des destructions familiales. Ça, c'est vraiment un truc de fou. Donc en Suisse, ça fonctionne comment en fait? Comme en France, pareil. Il y a un juge, il y a des services sociaux. Oui, par rapport au fonctionnement, tu m'as dit. Ben là, aujourd'hui, la situation. Oui. Voilà, on en est là. On en est là. Alors, on en est où? Pour rebondir sur les fameux chiffres, en fait, ce qui est intéressant à voir, parce que bien sûr, on nous a donné les chiffres que pour 2020, mais on a les chiffres à partir de 2017. Donc, on voit l'évolution en 2017 et 2020. Donc, en 2017, ils recevaient environ 3 millions. Alors, ça veut dire plus les années arrivent. Et aujourd'hui, en 2020, donc 3 ans plus tard, enfin aujourd'hui en 2020, en 2020, donc 3 ans plus tard, ils ont reçu 4 millions. Ce qui veut dire que tous les 3 ans, en gros, il y a 1 million qui passe. Et par exemple, pour le budget 2018, par contre, ils ont fait un bénéfice de 70 000 francs. Donc ça, c'est quand même des chiffres assez intéressants à... Et encore, là-dedans, on ne sait même pas combien est détourné. Parce qu'ils en détournent hein, de l'argent. Ouais, oui, bon, tout à fait. Après, il y a tous les actionnaires machin, qui se graissent la patte derrière. Ça, on le sait. Hein. Ça, on le sait. Donc voilà, on vous a un peu raconté l'histoire en Suisse de tout ce qui s'est passé avec les harcèlements, les maltraitances dans les foyers et tout. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut noter quand même, c'est qu'il y a une amélioration, en tout cas à l'intérieur des structures. Donc tout ce qui est institution ou famille d'accueil. Maintenant, les familles d'accueil sont contrôlées. En Suisse, hein, toujours. Elles doivent suivre des formations au moins une fois par année. Des gens qui, même des fois tous les 3 mois. Ouais, mais des familles d'accueil. Après, ça dépend du canton. C'est que oui, on n'est pas encore arrivé à ce point-là. Mais nous, en Suisse, c'est que chaque canton, c'est une particularité suisse. Hein. Je ne sais pas si ça se fait comme ça chez vous, mais en tout cas, en Suisse, chaque canton a sa règle.
Donc chaque canton est un peu libre de faire ce qu'il veut, si on veut bien. Ben ici, Donc les familles d'accueil du canton de Genève, par exemple, elles n'ont pas forcément les mêmes contrôles ou les mêmes règles que dans le canton à côté, celui de Lausanne, ou comme ça. d'accord. Donc il y a plein de petits détails comme ça, mais voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même des contrôles qui sont effectués auprès des familles d'accueil. Il y a des contrôles qui sont effectués auprès des institutions. Les curateurs doivent quand même rendre des comptes au maximum tous les 2 ans auprès de la protection de l'enfance quand il y a un placement, donc pour voir un peu ce qui se passe, etc. Ça, c'est les améliorations qu'il y a à l'intérieur des structures. Maintenant, en ce qui concerne les décisions de placement, on se rend compte qu'en fait, elles sont pas très différentes de ce qui se passait à l'époque. Donc, pour justifier un placement, il peut y avoir un peu de... Il en faut peu, oui. Ben, il en faut rien. Il faut que des rapports diffamatoires, en fait, en gros. Mais des choses, justement, des choses, comme on disait, pour l'histoire des placements, à la base, comme on disait, c'est que les placements, en théorie, sont faits au dernier recours. Malheureusement, dans la pratique, c'est trop souvent encore pris pour une solution facile. Mais en Suisse, c'est pareil. Ils n'ont pas besoin de justifier une maltraitance réelle pour placer. C'est des rapports qui sont faits. Alors, en Suisse, ils doivent justifier un placement. De toute façon, ils doivent le justifier. Oui, au fait de... Mais ils ne sont pas obligés de dire la vérité d'une certaine manière. Si c'est un curateur qui justifie un placement, il peut raconter ce qu'il veut dans son rapport. Voilà, les rapports diffamatoires qu'on connaît partout. Et c'est là qu'on va en venir, c'est que quand un curateur fait une dénonciation auprès de la PEA, la plupart du temps, c'est pris pour acquis. Donc, c'est un professionnel qui est sur le terrain, il a vu ça, donc oui, on place l'enfant. Que ce soit vrai ou non, ils ne vont pas faire de vérification, il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. Le seul point qui commence à venir, mais qui n'était pas encore en 2013, mais qui arrive gentiment maintenant, c'est le fameux droit d'être entendu. Ouais. Donc, quand les cas sont, on va dire, pas trop graves, mais qu'il y a une dénonciation de placement, ils prennent quand même le temps de convoquer les parents pour en discuter, pour voir ce qui se passe et puis leur faire leur propre jugement. Mais encore en 2013-14, ça, ils ne le faisaient pas. Ils prenaient le rapport du curateur, ils plaçaient d'abord l'enfant, puis après, ils discutaient. Mais de toute façon, c'est pas parce que les parents vont discuter avec le juge, sûrement, c'est ça? Oui, exactement. Oui, alors, c'est le juge de la protection de l'enfance. C'est pas un juge d'un tribunal, hein, c'est encore une structure à part. Oui, le juge de la jeunesse, même concept. Voilà, C'est ça, exactement. oui, voilà. Mais c'est pas parce que les parents vont être convoqués et vont pouvoir parler avec le juge de la jeunesse que le juge de la jeunesse va prendre en considération les preuves que les parents déposent, par exemple. Alors non, effectivement pas. Après, le juge, il fait comme il veut. On peut tomber sur des juges sympas qui sont humains et puis qui nous entendent et puis qui font vraiment le travail d'équilibriste, comme on dit, pour savoir si oui ou non le placement est justifié. Ou quelle solution ou alors on tombe sur des juges qui sont complètement bornés, ils voient ça dans le rapport et puis ils placent les gamins, quel que soit... Après voilà, chaque personne, même ces personnes-là, hein, j'ai envie de dire, ils sont humains avec leurs préjugés, donc dès le moment où tu as un signalement à la PEA, tu as automatiquement une étiquette sur la tête. Oui, mais le problème, et c'est ce que moi je suis en train de crier en Belgique, c'est comme moi je veux qu'on arrête l'arbitraire et je veux que on contrôle les rapports qui sont émis des professionnels. Parce que si les professionnels peuvent émettre des rapports qui n'ont rien à voir avec la réalité pratique des enfants et de la famille,
et que de l'autre côté, les éléments que les parents déposent avec les rapports professionnels et tout n'est pas considéré, n'est pas pris pour pouvoir comparer un petit peu les choses et que eux doivent prouver leur dire parce que c'est dramatique. Nous, pour crier notre innocence ou prouver notre innocence, on doit déposer des éléments, énormément d'éléments pour que ça soit pris en considération et que ça soit entendu. Et eux, ils peuvent venir avec des rapports diffamatoires et mensongers, avec des choses complètement farfelues et dans l'imaginaire total. Et ça, ça va prendre un impact sur la vie et sur la décision qui est prise. Et les conséquences après le placement sont dramatiques. Il y a des conséquences à vie. Il y a des suicides et tout ce qui s'ensuit. Alors Donc, ça, on est d'accord. Donc il y a ce travail d'enquête qui n'est pas fait du tout. parce que normalement, Pas correctement. normalement, moi je dis, et c'est pas acté en Belgique, et je veux que ça le soit, et c'est pour ça que je suis en train de forcer avec le Parlement, et etc., même s'ils n'ont pas envie d'entendre, c'est qu'il faut que la notion de danger soit effacée, parce que la notion de danger ne veut rien dire. Il faudrait que pour placer un enfant, il faut justifier une maltraitance réelle par un constat de police ou un rapport médical. Le minimum, c'est ça. Et au jour d'aujourd'hui, on a des suspicions, des hypothèses, des inquiétudes imaginaires, et tout ça, ça prend une forme de vérité, et Voilà, après, c'est exactement le ça. juge, il fait n'importe quoi. En Suisse, la particularité aussi, qui n'est très rarement utilisée, c'est qu'on a une brigade des mineurs qui vient vraiment en cas avéré de maltraitance, d'abus et ainsi de suite. Mais c'est ça que j'ai du mal aussi à comprendre. On a tous les outils, mais ils font totalement à l'envers. Après, bon, c'est peut-être un constat personnel, je sais pas, j'ai pas encore enquêté, on commence en ce moment de regarder. Mais on constate que la plupart des enfants qui sont placés, c'est souvent des enfants où il y a au minimum, je dis bien au minimum, parce que c'est pas toujours le cas, mais au minimum, un des parents qui est au service social, qui est bénéficiaire du service social. Parce que ici en Suisse, justement, quelqu'un qui est bénéficiaire, un parent qui est bénéficiaire du service social, automatiquement ses enfants sont sous curatelle. Pourquoi? Parce que c'est la même structure qui gère tout. Oui. C'est le service social qui gère les services de curatelle. Mais il n'y a pas de social en Suisse, si? Non. Ah, si, ce qu'on vous appelez AS, comment Si, mais vous avez un service social en... Oui, mais ça s'appelle autrement. Non, mais ce que je voulais dire, par exemple, en France, il y a le chômage, en Belgique, il y a le chômage, les gens qui sont au chômage ou au RSA, voilà. Mais en Suisse, il n'y a pas ça, normalement. Si? Si, il y a aussi le chômage, mais ceux qui n'ont pas droit au chômage, qui n'ont plus d'argent, ils vont... C'est l'ASE. Oui, l'ASE ou le SPG, SAGI. Je sais qu'en France, ils peuvent toucher le RSA, par exemple. Oui, le RSA Ouais. et l'ASE. Le RSA, ouais. Mais c'est pas parce que t'es au RSA qu'on te prend l'enfant, tu vois. Ça, c'est une excuse qui est pas logique, tu vois. C'est un constat. Après, je dis pas que tous ceux qui sont bénéficiaires du service social se font placer leurs enfants. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que La majorité. La plupart des enfants qui sont placés en foyer, il y a au moins un de leurs parents qui est bénéficiaire du service social. Donc après, voilà, j'ai pas encore super bien enquêté non plus. Mais c'est un constat que je fais pour l'instant. D'accord. Donc, en fait, en Suisse, majoritairement, ils vont s'attaquer aux personnes qui n'ont pas de revenus, des personnes de niveau moyen. Ou monoparental. D'accord. Mais... Ou divorcés, puis ainsi de suite. Mais voilà, donc les personnes bénéficiaires du service social ou monoparentales, on est dans la classe considérée comme pauvre. Donc, on revient sur les années 30-80 où ils prenaient des enfants de familles pauvres, justement, pour les replacer en famille d'accueil et institution. Mais ce qui est grave dans tout ça, c'est que on emploie les enfants des familles pauvres pour aller créer
de l'argent et faire une entreprise, un business lucratif. Au lieu de aider ces Oui, familles pauvres à s'améliorer, avoir une bonne situation et donner une vie adéquate à leurs enfants. Et cette même argent, hein, même moins, pourrait servir pour justement faire en sorte que ces familles se reconstruisent et avancent positivement. Ben non, on préfère aller les prendre pour faire le fameux business et alors on est dans un système entreprise en fait. Et on n'est plus dans l'intérêt de l'enfant, dans le droit humain, on est dans une forme d'entreprise. Il faut que ça fait du chiffre et ce chiffre, c'est pas comme si tu travaillais et que les gens te donnaient de l'argent. Non, c'est des subventions qui sont demandées au gouvernement pour pouvoir faire le travail. Donc on dit oui, on dit que le secteur de l'enfance, c'est ce qui coûte le plus cher à l'État, bien sûr, mais c'est ce qui coûte le plus cher à l'État, mais c'est les institutions qui les détournent. C'est tout cet argent qui est reçu alors que les enfants n'ont pas lieu d'être placés dans certains endroits. Et c'est ça qu'on appelle alors du détournement de fonds publics. Alors, moi, je vais juste répondre à Lutz, là, qui dit pour pas pouvoir se défendre. Alors, en Suisse, je tiens quand même à préciser que toute personne, avec de l'argent ou non, peut se faire représenter par un avocat et peut se défendre. Après, voilà, on a ce qu'on appelle l'assistance judiciaire gratuite. Je ne sais pas si vous l'avez aussi en Belgique, Oui, mais Prodeo là. Ouais. ouais, d'une certaine manière, c'est l'État qui te prête de l'argent pour que tu puisses te défendre. Mais pour pouvoir l'obtenir, alors oui, il faut un petit investissement quand même de 300 francs ici en Suisse pour lancer le dossier, pour obtenir cette aide. Mais quelqu'un qui est bénéficiaire du service social, alors avec un petit peu de volonté, puis en serrant un peu la ceinture, 300 francs, il arrive à les mettre. Il arrive à les mettre pour pouvoir se défendre. Mais après, c'est sûr que ça nécessite plus d'efforts qu'un salarié qui touche 5, 6, 7, 10 000 francs par mois, etc. Donc, ça nécessite plus d'efforts, certes, mais on peut quand même y arriver. C'est possible. Mais après, la situation est toujours la même. Qu'est-ce qu'on va, J'ai pas une mouche, j'ai un moustique. qu'est-ce qu'on va avoir comme avocat? Tu vois, on est toujours sur cette même question. C'est là la subtilité de pouvoir. Vas-y. Je vais commencer comme tu le fais toi. Elle est là, toute la subtilité, c'est que c'est pas comme ce qu'on voit dans les films ou en Amérique où l'avocat commis d'office, ben, t'as juste à fermer ta gueule et puis c'est eux qui le choisissent. Non, c'est pas comme ça. En Suisse, on peut se la jouer d'une certaine manière à l'envers. D'une certaine manière à l'envers. C'est-à-dire, on va d'abord voir l'avocat, on lui dit, j'aimerais que vous me représentiez machin, mais j'ai pas d'argent, donc il me faudrait l'assistance judiciaire gratuite. Et lui, il va faire une demande d'assistance judiciaire gratuite, justement, pour être un avocat commis d'office, si on veut bien. Mais c'est nous qui le... Mais c'est nous qui choisissons l'avocat commis d'office, d'une certaine manière. Ben ça, on peut le faire aussi en Belgique, mais on travaille d'une autre manière. On va simplement, comme vous dites, on va voir l'avocat, on dit moi je te veux pour mon dossier. Et puis après on contacte, lui va contacter, il va demander les papiers et puis on lance un truc d'avocat Prodeo. Mais que ça soit Prodeo ou pas Prodeo, que tu le payes ou que tu le payes pas, le problème c'est où est le bon avocat, où est le vrai avocat. Parce que l'avocat, qu'on mange à la petite cuillère, il y en a tant qu'on veut. Hein, ça se collectionne comme c'est pas possible. Mais un avocat qui est là et qui fait son travail concrètement et dans l'intérêt de l'enfant, celui-là, il est où? Alors, effectivement, il y a... Il faut bien les chercher. Faut bien les chercher, je te l'accorde. Moi, j'ai fait 2 avocats avant de trouver un bon, hein, quand même. Mon premier avocat, bon, après, on le remarque quand même aussi hein, dans les procédures. C'est-à-dire, dès la première lettre qu'il envoie, quand la lettre pour le juge, il fait 3 lignes, tu te dis ouais, lui, il veut juste empocher son fric, et puis voilà, c'est tout. Par contre, quand tu trouves un autre avocat, puis que lui, tu vois qu'il fait 10 pages, avec tous les mentions. Avec toutes les mentions, tout ce que tu as dit, tous tes ressentis, machin, puis qu'il a repris tout le dossier, puis qu'il a noté point par point, etc., ce qui se passe, qui va pas et tout. Ça, c'est un bon avocat. Puis nous, typiquement, on l'a trouvé, notre avocat. Ça déménage.
Et ça déménage bien. Donc, juste pour te donner un exemple, hein, grâce à cet avocat, quand même, ma fille qui était placée, j'en ai obtenu la garde exclusive. Moi, un papa. D'accord. Donc, c'est pour te dire. Donc, il y en a des bons, mais il faut les trouver. Il y en a, mais il faut les trouver. Puis comme on en a trouvé un, ben, typiquement, on a conseillé à Claudia d'y aller. D'où l'association va... Dont notre association, justement, où qu'on va essayer de trouver justement ces bons avocats pour pouvoir les conseiller auprès des familles et tout. D'accord. Et par rapport aux enfants, comment ça se passe? L'avocat qui est désigné pour les enfants en Suisse, il est commis d'office par le juge ou alors vous pouvez les parents peuvent le choisir. En Suisse, en tout cas, c'est aussi le parent qui a droit de demander tel avocat et l'avocat notifie qui représentera les enfants. Mais dans le cas où l'enfant n'a pas d'avocat, c'est le curateur qui fait ce travail-là. Oui. Ah bon? Waouh! Ah ouais, là mais ça c'est le jackpot pour les services sociaux, oui. ça. Voilà. Mais oui, c'est vrai qu'il y a cette subtilité. Il y a cette subtilité. Ah ça, il n'y a pas ça en France ou en Belgique. Il n'y a pas cette histoire-là. Ça c'est quand même... Nous, enfin, il fait ce travail d'avocat. Ben, c'est lui qui fait les rapports et tout. Donc en fait, le curateur, il est là pour défendre l'intérêt de l'enfant. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais, logiquement. L'avocat, il est là pour défendre tes intérêts. Donc, voilà. Ouais. La phrase est la même, hein. Ouais, mais... Ok. Après le truc, c'est... Voilà. Ah oui, mais ça, c'est dans les problèmes institutionnels, machin et compagnie. Bah oui, il y a énormément de problèmes de communication, que ce soit entre les professionnels et les familles. Dès le moment où ton enfant est placé, déjà, tu n'arrives pas à te faire entendre, tu n'arrives pas à exprimer tes convictions et tout, parce que eux, soi-disant, parce que c'est des professionnels, bah, ils savent mieux que toi. Donc, automatiquement, tu te fais écraser. Donc ouais. Puis, ben, on a eu un exemple pas plus tard que vendredi. On a du retard pour aller chercher notre gamin qui est censé nous attendre à la gare, par exemple. On appelle quand même 2 heures à l'avance. On appelle 2-3 heures à l'avance le foyer pour leur dire qu'on aura du retard. Puis quand on arrive sur place, on se rend compte que le gamin était paniqué parce qu'il était déjà à la gare à nous attendre. Et puis on n'est jamais arrivé dans l'heure donnée. Ah ouais. Parce que la communication n'est pas passée à l'intérieur même de la structure. Moi, j'ai communiqué et puis c'est parti. L'information, je ne sais pas où elle est partie. Mais là, c'est une mise en danger de l'enfant, parce que quand tu laisses l'enfant de leur part... Mais après, les institutions, elles se protègent aussi par rapport à ça. C'est que s'il se passe quelque chose avec l'enfant, ben, c'est pas de leur faute. C'est le parent qui était en retard. Donc c'est de la faute du parent. C'est un peu une réaction narcissique, en fait. C'est jamais de leur faute. Ce sera toujours de la faute des parents. Si on répond, mais on essaye de répondre au fur et à mesure des propos. Ben moi, je dis bonsoir à tous et je répondrai après le live parce que c'est compliqué. On est dans un interview par rapport à la Suisse. On doit se concentrer sur la Suisse et toutes les questions, on pourra les répondre après dans les commentaires. Non, ça, tout à fait. Donc voilà, donc ce qu'on disait, c'est que chaque décision était prise pour acquis. Non, ça c'est après. Mais ça, c'est l'histoire. Voilà. Mais... Tu m'excuses, même qu'on l'a pas fait dans l'ordre, on n'avait pas parlé. Oui, mais non. Par rapport au maintien. Ça, c'est une problématique très... Oui, mais après, ça reste dans la problématique de la communication, d'une certaine manière. C'est que... Et des rapports redonnés par les professionnels. C'est que peu importe l'amélioration de la famille ou de l'enfant en institution, bien comme ça, les rapports, c'est toujours, d'ailleurs je l'ai lu il n'y a pas longtemps, hein, c'est toujours, il y a une amélioration, mais, du machin. Il y a si, mais
Donc, tu as toujours un point positif, mais quelque chose pour justifier le maintien du placement. Il y a cette amélioration, mais puis de nouveau un truc pour justifier le placement. Donc, c'est tout des petites choses comme ça qui font que ça nous donne vraiment l'impression que dès le moment où l'enfant est en institution, comme tu disais, en fait, ça devient un business. Et puis, vu que ça rapporte à l'institution, ils vont essayer de le garder le plus longtemps possible. Ou, par exemple, tu visualises deux enfants qui sortent de l'institution. Il y en a 4 qui rentrent direct. Oui, il y a aussi ça. C'est que quand il y a 2 enfants qui réussissent à sortir de l'institution, bien souvent, il y en a 3 ou 4 qui rentrent derrière. Et à peu de choses près. Hein. Oui, puis ce qui se passe... Les places vacantes, elles ne restent pas 2 jours. Hein. Et attends, en plus de ça, le pire, c'est que quand il y a un réel danger, il n'y a pas de place. Oui, mais quand il n'y a pas de danger, que le danger est imaginaire, il y a des places. Que ça soit dans les centres, dans les unités mère-enfant, hein, ou que ça soit dans les centres ou les familles d'accueil. Mais oui, mais ils engorgent réellement sur des problématiques très minimes et les problématiques majeures sont à peine vues tout de suite. Alors, il y avait une dame qui avait réagi par rapport à ça en France ou en Belgique. Elle m'avait dit qu'on était quand même choqués et interpellés par rapport à des parents qui sont réellement dans une situation d'attaque et où ils se sentent en danger. Donc en fait, dans des situations où des parents sont malveillants et que les enfants sont réellement dans une situation de maltraitance, ils veulent pas avoir affaire à ces familles-là et à ces enfants-là parce qu'ils savent où il y aura un risque que eux-mêmes en tant qu'éducateurs ils vont se faire maltraiter ou que l'enfant il casse tout ou qui fait des choses abominables. Donc c'est mieux d'avoir des familles bienveillantes, des parents bienveillants, des enfants bien éduqués et remplir les structures, d'accord ? Comme ça, on n'a pas de soucis, on fait notre argent et en même temps... Donc en fait, on veut... Vous voyez comment ça va? Ils sont presque tombés amoureux de ces enfants alors qu'ils sont des petits anges, tu vois? Et ils veulent plus les rendre. Non, c'est dramatique. Non, c'est exactement ça. Alors... Parce qu'on a quand même des cas où on se pose la question comment ça se fait qu'ils n'ont rien à se soucier. Malgré tout. D'ailleurs, tu peux peut-être nous donner ton avis sur une petite chose. C'est que quand tu reçois un signalement où il y a marqué, par exemple, aujourd'hui, tu fais un signalement pour tes enfants, puis il y a marqué comme quoi les enfants sont en danger, donc leur place en foyer est déjà réservée, mais pour le mois d'août. Là, il y a un problème, là. Danger imminent, il faut agir tout de suite. On est bien d'accord. Oui, mais ils ne sont pas en danger, clairement. Oui, ils ne sont pas en danger. Mais bon, non, mais quand on a... Oh, mais quand on a un sous-entendu... Il y a un dysfonctionnement dans la famille, donc un placement est réservé, mais à partir de 3 mois. Non, mais non. Où le danger, il est là, il est effectif, il est réel, il est imminent et l'enfant, il est en danger, il faut l'enlever de la famille tout de suite, d'accord? Ou alors, l'enfant n'a rien à faire placer. C'est comme ici, moi j'ai fait une gueulante aux services sociaux belges pour leur dire je suis outré de voir que j'ai des familles qui me disent moi, j'ai un droit pour sortir avec mon enfant la journée 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, mais que l'enfant, il est placé. Alors, je suis désolé, à partir du moment où on te donne l'occasion de sortir avec ton enfant sans aucune surveillance pendant la journée, c'est que l'enfant, il n'est pas en danger avec toi. C'est qu'il n'a rien à faire placer. Je compte le de tous les week-ends, du vendredi au dimanche et toutes les vacances. Oui, ça se fait beaucoup en Suisse. Excuse-moi, il y a danger ou pas? En Suisse, il y a beaucoup parce qu'ils placent les enfants, mais ils veulent pas. En semaine. Hein. Mais ils veulent pas casser le lien parent-enfant, donc ils nous donnent l'occasion de pouvoir quand même garder notre enfant le week-end à la maison. Alors moi, c'est comme si c'était en internat et puis le week-end et les vacances, ils sont tous. Alors moi je peux vous expliquer pourquoi. Simplement le pourquoi il est simple.
C'est le fait qu'à partir du moment où tu as un lien par rapport au dossier, tu as les subventions. Donc, euh, tant que eux, ils peuvent avoir de l'argent, ils sont contents. Quand tu as des familles qui sont là et qui disent, ah oui, mais moi, j'ai le droit de voir mon enfant une fois par mois. Et moi, je dis, oui, mais une fois par mois, c'est horrible. Mais je peux pas me battre parce que si je me bats, je perds mes une fois par mois et je perds mes droits parentaux. Oui, les menaces des services sociaux, on en Ça, entend ici c'est aussi. tellement. On en entend ici aussi, puis moi, je me suis battu pendant 10 ans, donc mes droits de visite, ils ont fait un vrai yo-yo parce que j'étais pas du tout d'accord avec eux, donc ils ont essayé de me menacer. Et comme ils voyaient que les menaces ne marchaient pas, ils ont mis à exécution leurs menaces, mais comme ça marchait quand même pas. Et toi, on t'a touché sur les droits de visite. Moi, on m'a touché sur mon autorité parentale. Ouais. On était prêts à m'enlever totalement l'autorité parentale. Tout ça parce que j'étais pas d'accord avec leur fonctionnement et leur cause, leur raison était totalement dysfonctionnelle. Voilà, moi, de mon côté, c'est la même chose. J'étais pas du tout d'accord avec leur fonctionnement. En plus, j'étais pas du tout d'accord avec les choses qu'ils allaient mettre en place pour mon enfant. Et du fait que j'étais pas d'accord avec eux, ils m'ont réduit mes droits de visite. Oui. Alors, mais c'est ça. donc en fait, quand on globalise ce qu'on entend, en fait, on a quelques petites nuances par rapport à la France, par rapport à la Suède. Mais dans la globalité, c'est le même bordel, en fait. Donc, C'est le même procédé. voilà. Donc, une justice qui fonctionne pas, l'arbitraire qui est encore là et qui est présent, de la maltraitance dans les structures, dans les familles d'accueil. Quand il y a réellement besoin de protéger l'enfant, il n'y a personne. Donc ça, c'est voilà. Ça, c'est un constat qui est clair et net. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait de la part de votre association par rapport aux autorités compétentes du pays? Parce que je ne sais pas, en Suisse, c'est un ministre, c'est un président, comment ça fonctionne? Il y a des politiques. Comment ça fonctionne en fait la Suisse? Au niveau des politiques. Je prends le relais. Je prends le relais au niveau des politiques. Alors, au niveau des politiques, nous avons déjà. Donc, on reste axé sur la PEA, donc tout ce qui est procédure de l'enfance. Donc, déjà, nous avons déjà le président de la Confédération. Nous avons déjà 7 présidents dans la Confédération. Il n'est pas tout seul. Il y en a un qui font une tournante. Chaque année, en fait, entre les 7, chaque année, ils changent de président. Mais c'est plus le porte-parole de la Suisse par rapport aux étrangers, parce qu'il faut un président pour pouvoir être représenté à l'étranger. Donc, on a ce qu'on appelle un collège. Donc, c'est les 7 présidents qui prennent les décisions de base tout en haut de la pyramide du pays. Ensuite, nous avons donc, pour ce qui est de la protection de l'enfance et les droits à la famille, nous avons donc la ministre de la Justice, Sumanota Sumaruga, de nouveau un nom à coucher dehors, ça aussi, qui s'occupe de tout ce qui est niveau suisse. Donc elle donne, si on veut bien, une directive globale. Ensuite, on descend au niveau du canton. Canton fonctionne un peu de la même structure. Donc il y a un président, il y a des ministres. Donc le ministre 26. Ouais. Ouais, je me suis pas trompé. Hein. Donc il y a 26 cantons. Donc chaque canton a ses ministres et ses. Donc ministre de l'éducation, ministre de la justice, machin et compagnie. Donc c'est un peu comme un pays à l'intérieur du pays, si on veut bien, au niveau confédéral. Et donc nous avons une ministre de la justice ici, nous dans le canton du Jura, qui est autre que Madame Bartulo, qui s'occupe justement de tout ce qui est action sociale, donc les curatelles, les services sociaux, donc toutes les subventions, prestations et compagnie. Elle s'occupe aussi du tribunal cantonal, étonnamment. Hein. Tout est dans l'organigramme, en fait. La ministre de la Justice s'occupe des APA, des tribunaux, des curatelles et tout. Donc tout est sous la même coupole, en fait. Et elle est dans une situation de séparation de pouvoir ou on peut l'interpeller? Sur une problématique générale, est-ce qu'on peut l'interpeller ou alors elle va être dans une séparation de pouvoir?
Alors, sur une problématique générale, on peut l'interpeller, puis en découdre, enfin, en discuter avec elle. Après, la grosse problématique qu'on a aussi en Suisse, c'est que les politiques, elles font énormément confiance aux institutions. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est elles qui les ont mis en place. Donc moi, personnellement, j'ai déjà interpellé cette ministre, puis j'ai déjà discuté de ces problématiques. Mais pour elle, d'une certaine manière, j'étais presque un menteur. C'est pas vrai, c'est pas possible qu'il y ait ça qui se passe dans les institutions. Et tu as une réponse Ça. écrite? Dans mes dossiers, j'ai un PV ouais, de la discussion que j'ai eue avec elle. Donc tu as eu une réponse de cette ministre-là en écrit de sa part. Oui, donc c'était à l'oral. Donc déjà c'était à l'oral, mais il y avait une greffière qui faisait le PV de toute la réunion, oui. D'accord. Mais pas positif du tout. Alors, au départ, c'était pas positif. Parce on s'est presque engueulé, clairement, dans la pièce. Parce qu'on n'était pas du tout du même point de vue. Mais je pense que sans nous le dire, ou en sous-marin, à mon avis, je pense qu'elle a quand même un peu enquêté sur ce qui se passe et qu'elle a quand même fait et donné d'autres directives. Parce que, en tout cas ici, dans le canton du Jura, donc j'ai eu cette intervention en 2016. J'ai eu cette intervention en 2016 avec la ministre, mais en 2016 et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui bougent, et puis surtout ces dernières années, entre le Covid et maintenant, il y a énormément de choses qui bougent. Parce qu'il faut savoir que ma fille, en fait, tout pendant qu'elle était placée, c'est-à-dire jusqu'en 2020, c'est tout récent, jusqu'en 2020, j'avais l'impression que rien ne bougeait à l'intérieur des structures, machin, j'étais toujours dans le combat et compagnie. Mais depuis que je l'ai récupérée, et pareil pour moi, mes enfants, c'est pareil. Depuis que j'ai récupéré toutes les batailles que j'ai menées pour ma fille, en fait, elles se sont d'une certaine manière généralisées au sein de la structure. C'est-à-dire que je me suis battu pour ma fille, par exemple, pour pouvoir être avec elle les mercredis après-midi, parce que les mercredis après-midi, ils n'ont pas l'école en Suisse, les enfants. Donc je me suis battu pour les mercredis après-midi, pour pouvoir être avec ma fille les mercredis après-midi, étant donné qu'elle n'avait pas l'école. Et ça, c'était un truc qui était inconcevable. Qui se faisait pas. C'était inimaginable. On ne peut pas faire ça. Que maintenant, et puis, je me suis battu là-dessus, et maintenant, j'entends que les enfants qui sont au foyer, régulièrement, ils vont chez leurs parents le mercredi après-midi. C'est devenu une généralité. D'accord. Donc après, il y a des petites choses comme ça que chaque parent, s'ils sont vraiment combatifs et puis qu'ils ont la force de se battre pour leurs enfants puis de faire valoir leurs convictions, même si ils se font taper sur les doigts au début, même si on leur dit non, c'est pas possible, ça ne se fait pas, machin et compagnie, à force de se battre, il suffit qu'il y en ait un qui réussit à percer la brèche et à l'obtenir, et ça l'ouvre à tous les autres en fait. Et c'est aussi ça, on s'en est rendu compte il n'y a pas longtemps. On réalise l'impact qu'on a pu faire à travers nos combats pour nos enfants, quoi. Qui se répercute aux autres. Qui se répercute aux autres enfants del foyer. Donc il y a quand même... Un peu comme de l'effet papillon. Voilà. Donc il y a quand même une petite écoute quand même en Suisse. Un peu plus ouvert qu'en Belgique ou en France. Alors peut-être. Dans les faits de face à face, non. J'ai envie de te dire, dans les faits de face à face, quand tu discutes avec eux, je te dis non. Mais derrière ton dos, je dirais que peut-être. Parce que quand moi je vois... Face à face, ils vont jamais te dire qu'ils vont améliorer ci, améliorer ça, machin et compagnie. Tu n'auras jamais de reconnaissance par rapport à ça.
Mais derrière ton dos, je pense qu'ils y réfléchissent quand même et qu'ils Ils font font des améliorations quand même en fonction de ce qu'on réussit à mettre en place. Parce qu'en Belgique, ils veulent pas bouger, hein. Malgré tout ce que j'ai fait jusqu'au Parlement, en pratique, je vois pas encore, et je vois pas non plus des personnes qui viennent vers moi par rapport à des dossiers personnels en disant, effectivement, j'ai eu quelque chose de positif, là, j'ai eu quelque chose de positif. C'est le néant total. Alors que normalement, comme on a parlé des placements abusifs au Parlement, donc il y a une reconnaissance parlementaire sur le sujet, on devrait la mettre en pratique. Mais en Belgique, je n'ai rien du tout qui bouge. Il y a cette action qui est là. Donc oui, entre la Belgique, il y a 2017-16 et puis bien avant. Et maintenant, avec ce que j'ai réussi à faire avec une association qui a quand même donné un petit coup de pouce, c'est énorme la différence de ce qui était fait pour la reconnaissance de la problématique en Belgique. Mais on est encore loin sur le terrain. Sur le terrain, on est encore très 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 loin. Ouais. Ben, Oui, alors nous, étonnamment, on a pris la problématique à l'envers. J'ai presque envie de te dire, c'est qu'on réussit à faire bouger les choses sur le terrain, mais au niveau politique, c'est encore rien. au niveau politique en Suisse, il faut te dire. On fait à petits échelons. On recommence depuis le bas pour monter, en fait. En Suisse, pour mettre en place une loi, ça peut aller jusqu'à 20 ans. Ah ouais. Ouais. Donc c'est extrêmement long. C'est extrêmement long. Donc, C'est pour ça qu'on doit vraiment commencer par le bas. Ouais, puis c'est pour ça qu'on s'attaque pas trop aux politiques, parce que on va s'y attaquer à un moment donné. Ça, de toute façon, on sera obligé. Mais Et il n'y a pas une personne, un député ou quoi, qui suit l'idée. Non, même pas un. Alors, il y en a, il y a des Il y en groupes, a quelques-uns. il y a des groupes politiques qui suivent, mais le seul problème, c'est qu'avec ces groupes politiques, en Suisse, donc c'est principalement l'UDC qui suit ce groupe politique. Et l'UDC, si on veut bien, c'est un peu comme le FN en France, avec Marine Le Pen. Et Ah oui. ils ont un peu la même réputation. Voilà, exactement. Donc ouais, donc, c'est très 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 difficile. Après les autres partis, ils ont beaucoup plus de mal à rentrer en jeu par rapport à ça. Mais cette semaine, il y a quand même une chose qu'on a appris par rapport au journal. Oui. Cette semaine, il y a quand même une amélioration qui va être faite. Ça sera au niveau suisse. Ils vont mettre en place la conciliation obligatoire. Durant les divorces. Durant les divorces et séparations qui ont donc des enfants. Pour justement essayer d'éviter déjà d'encombrer les tribunaux pour ces affaires-là. Et d'essayer de trouver un accord et une entente entre les parents qui se tirent dans les pattes, on va dire, pour tout ce qui concerne les droits de garde et compagnie. Donc, au lieu d'une certaine manière, c'est que jusqu'à maintenant, tu vas au tribunal, le père il se bat contre la mère et puis la mère il se bat contre le père. C'est un combat de coq. Tandis que là, ils prennent la problématique dans l'autre sens. Ils se disent, OK, les tribunaux, normal qu'ils se battent l'un contre l'autre. Donc, ça crée des tensions, donc ça crée des problèmes. Comment on peut amener ça? On va leur proposer une conciliation obligatoire avec des médiateurs et compagnie, c'est-à-dire qu'au lieu de rentrer dans le combat, trouver des solutions. On les oblige, d'une certaine manière, on oblige les parents à discuter entre eux et à trouver des solutions pour l'enfant. Et par eux-mêmes. Ça, c'est une bonne idée parce que quand je vois comment il y a de la vengeance par rapport aux enfants dans les divorces et les séparations, c'est un truc de fou. Ou c'est le papa qui fait vivre le cauchemar à la maman, ou c'est la maman qui fait vivre le cauchemar au papa. C'est horrible. Et c'est l'enfant qui est la petite peluche avec qui il joue, quoi. Donc ça, c'est horrible. Donc voilà, exactement. Donc le truc, c'est qu'en Suisse, le problème, j'ai presque envie de dire, c'est qu'en Suisse, toutes les structures pour avoir cette conciliation, justement, existent.
Mais elle n'est pas obligatoire. Voilà aussi. Donc, s'il y a l'un des parents qui est réticent à venir au rendez-vous, bien comme ça, ben voilà, il dit juste que ça n'a pas fonctionné et basta. Elle n'est pas obligatoire. Et c'est là la grosse différence, c'est que la Confédération va la rendre obligatoire. Par décision de la protection de l'enfance, il y aura une obligation de conciliation. S'ils n'arrivent pas à trouver d'entente, après, ça part au tribunal. D'accord. Mais ils vont tout faire pour trouver une entente, on est bien d'accord. Exactement. Ben, après, C'est dans leur idée. Après, c'est dans l'idée. Donc, ils vont mettre ça en place. Normalement, c'est pour 2023. Si je ne me trompe pas, 2023-2024. Donc, après, dans la pratique, on verra ce que ça donne. J'ai toujours une part de méfiance, malgré tout. Alors, la dernière question est la plus importante. En tant qu'association, qu'est-ce qu'il faut mettre en place en Suisse pour que l'intérêt de l'enfant soit réellement respecté? Vas-y, moi je bois. En fait, justement, vu ces problématiques et vu nos expériences personnelles, c'est qu'on a créé cette association déjà pour déjà montrer qu'on n'est pas tout seul. Parce que, désolé, nous on s'est battu, lui il s'est battu de son côté, moi je me suis battue de mon côté, et il y a plein de parents comme ça qui se sont sentis vraiment isolés et totalement impuissants face à ces autorités qui nous mettent à mal, qui nous mettent aussi des bâtons et surtout discrimination. Sans être dans notre histoire, ils nous discriminent directement. Ils ne cherchent même pas à savoir, voilà, qu'est-ce qui se passe et comment on peut évoluer. Non, vous avez ça qui ne va pas, hop, basta. Vous allez rester dans ce schéma. Et le schéma est continuel. Et même si tu montres ton intérêt pour changer, ça ne change rien. Donc, notre association s'est basée déjà sur l'écoute, le soutien, les conseils qu'on peut donner en les envoyant dans les différentes associations déjà existantes en Suisse par rapport aux aides psychologiques, aux aides, parce qu'on notifie qu'on n'est pas psychologue, on n'est pas avocat, mais on est parents ayant vécu ces choses. Donc, on a pu, on va dire, gratter un peu partout pour trouver les meilleures aides, même si on ne les a pas forcément tous pris, mais au fur et à mesure, les aides sont là. Il faut juste les trouver et savoir qu'elles existent. Et ensuite, on sait que quand on est dans une situation pareille, il est difficile, personnellement, de s'autoriser à demander de l'aide. Parce qu'on se dit, on est déjà cassé d'un côté, si on nous demande de l'aide, qu'est-ce qui va se passer? Oui, c'est un peu l'idée. Est-ce que l'aide va être une réelle aide ou une aide qui va vous détruire complètement? Exactement. C'est ça. C'est dans la logique où on se dit, mais je demande de l'aide. Mais l'aide, est-ce que ça va pas me péjorer encore plus ou essayer de m'aider? Et c'est là la complexité, parce que quand tu es dans ce schéma de devoir tout le temps te ramasser, parce que le X, Y, Z te dit que ça va pas, tu fais pas bien les choses et ainsi de suite, tu te confortes sur l'idée que c'est toi le problème et pas la situation globale ou inversement. Donc nous, c'est déjà l'écoute qui fait beaucoup de bien, de se dire au moins quelqu'un écoute, qu'on n'est pas seul, et puis que, oui, il y a d'autres parents qui l'ont vécu, qui ont passé par autre chose, qui ont réussi à trouver ou à rassembler la famille, malgré tout. Donc, au jour d'aujourd'hui, on est sorti de ces placements, mais des années de bataille.
et dans des circonstances où on a pu se planter ou malheureusement se tromper de chemin. Mais le fait de garder ça en tête, ça nous permet aussi de montrer aux autres parents, attention, faites attention par cette situation. Là, il faut une garantie pour pouvoir, voilà, parce que les institutions demandent beaucoup de garanties. C'est leur façon de dire si telle et telle chose est acquis, oui, mais encore, les acquis Et sont encore. pas forcément... Et encore, Voilà. ouais. Voilà. Mais par rapport à à cette question, c'est par rapport à votre association, qu'est-ce qu'il faut mettre en place en Suisse, donc que le gouvernement doit mettre en place pour que l'intérêt de l'enfant soit réellement respecté? La question est là, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Une commission? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Alors moi, à mon avis, il faudrait quand même des unités de contrôle indépendants. Mais qui ont un pouvoir de décision, c'est ça, on est d'accord, qui peuvent changer la mesure si elle n'est pas fondée. Alors, qui pourraient émettre je dirais déjà dans un premier temps, qui pourraient émettre leur avis pour savoir déjà si les rapports sont vrais ou mensongers. Déjà rien que ça. D'accord. Si les rapports correspondent à la réalité. Parce que des fois, ils sont pas, enfin parfois, même tout le temps, ils sont pas du tout dans la réalité. On est d'accord. Donc, il faudrait quand même une unité de contrôle interne. Parce qu'on a aussi remarqué que, typiquement, elle, pour son fils, elle a 2 bilans du foyer. Je les ai lus les deux, donc un de 2020, un de 2021. Les 2 bilans, c'était quasi du copier-coller. Malgré les années ont passé. Malgré une année, c'est quasi du copier-coller. Il y a 2 phrases qui changent dans tout le rapport. Donc, ouais. L'unité de contrôle, si elle voit des choses comme ça, que d'un rapport à l'autre, c'est du copier-coller, ça devrait quand même les alerter sur quelque chose. Et c'est dans cette optique-là, moi, je pense qu'il faudrait agir. C'est vraiment une unité de contrôle indépendant qui puisse déjà vérifier ces contrôles, un peu comme faire des audits à l'intérieur des structures, faire des audits à l'intérieur des institutions de placement, mais aussi au sein des services sociaux, des services de curatelle. Ça, ce serait un truc déjà qui pourrait montrer une grande amélioration dans ces placements. Et qu'après la PA, avec ces audits, puisse voir cette institution, elle est OK, c'est celle-là, il y a des améliorations à faire, donc faut qu'il bouge à ce niveau-là, etc. Vraiment faire un système d'audit, un peu comme le principe qui se fait dans les entreprises et compagnie. Quand il y a des clients qui viennent voir comment ça se passe dans l'entreprise, si leurs prestations sont tenues, en fait. D'accord. Un peu dans cette idée-là. Parce qu'en Belgique, par exemple, en Belgique, on a trois services. On a le médiateur, on a le délégué général aux droits de l'enfant et on a l'inspection générale SAGSPJ. Et les trois services sont 3 services d'inspection et de contrôle, mais qui sont fondés sur rien du tout. Ça veut dire que tous les 3 vont demander des comptes aux institutions. Les institutions vont leur remballer un rapport diffamatoire et mensonger qui n'a rien à voir. Et ils ne vont pas contrôler, ni vérifier, ni quoi que ce soit. Ils vont nous renvoyer à nous, en tant que parents, la réponse de ces institutions. Et on s'en lave les mains. Donc moi, j'ai expliqué, j'ai dit, mais si c'est pour avoir un service comme ça, mais fermez-le. Parce que ça coûte de l'argent pour rien. C'est à peu près ce qui se passe chez nous. Donc justement, cette unité de contrôle, elle serait bien dans ce sens-là, où ça pourrait justement contrôler si les rapports sont bons ou pas, s'il y a des histoires de copier-coller, justement, d'un rapport à l'autre, ou même d'un enfant à l'autre. Hein. Il y a peut-être 2, ça on ne sait pas, mais d'un coup, pour 3 enfants dans le même foyer, c'est peut-être aussi des rapports copier-coller, il y a plein de noms qui changent. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. Puis justement, cette unité de contrôle, c'est des choses qu'ils pourraient voir. Déjà, rien qu'à ce niveau-là, ça pourrait montrer comme quoi les rapports, ils sont déjà préfaits de base. Et puis,
du moment qu'ils sont préfets de base, c'est pas du tout réel. Donc à ce moment-là, il faudrait être rejugé et puis rectifié au niveau d'un expert ou je sais pas. Voilà, après l'audit pourrait comme ça se fait pour les entreprises, hein, c'est soit vous corrigez vos conneries, soit vous fermez. Ouais, mais ils sont plus sévères avec les entreprises qu'avec les institutions. Hein. Eux, il n'y a pas ça. Hein. Laisse tomber. C'est ça, c'est justement pour ça. Moi, je travaille en entreprise, donc je sais comment ça se passe. Les clients, c'est à peu près ça. Hein. C'est soit vous corrigez ce qui joue pas, soit on ferme. Si c'est vraiment de grosses lacunes, hein, je dis. Après, si c'est des petites choses, c'est des petites choses à corriger, etc. Après, il y a un jugement à faire par rapport à ça. Mais pour en revenir à ce que disait Olivia sur notre association, un peu ce qu'elle propose, c'est justement, comme elle disait, je veux essayer d'imager un peu la chose. C'est un peu comme si tu appellerais le 112, par exemple. Je sais qu'à Belgique, le 112, c'est la centrale d'urgence, hein, comme partout en Europe, si je ne me trompe pas. Donc, tu téléphones au 112, tu demandes de l'aide, et après, c'est eux qui regardent s'ils doivent t'envoyer la police, l'ambulance, les pompiers, ou les trois, ou juste deux, ou etc. Nous, en fait, on part un peu de ce principe-là, c'est qu'on essaie de rassembler toutes les associations et toutes les prestations qui existent déjà. Une famille qui est en difficulté va nous appeler, donc si on veut, on sera les premiers au front. On nous appelle, ils viennent discuter. Déjà, ça va les rassurer parce qu'ils savent qu'ils sont pas seuls et qu'il y a énormément de parents qui vivent la même chose qu'eux. Donc déjà, là, on fait déjà ce boulot-là. Et après, on essaye de recenser justement tout ce qui existe pour leur dire, dans votre problématique, par exemple, il y a cette association qui propose ça, il y a celle-là qui propose ça, il y a celle-là qui propose ça, etc. Mais on continuerait à les suivre. Mais après, on continue à les suivre et tout, pour voir s'ils font les démarches ou pas. Parce qu'après, il ne faut pas oublier, il y a aussi des parents qui s'en lavent les mains. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont tellement dans le truc et compagnie, et à un moment donné, ils se confortent un peu dans ce système parce qu'ils ont quand même la possibilité de sortir un week-end sur 2, par exemple, ou des trucs comme ça. Et puis, ils disent qu'ils sont en problème, qu'ils n'arrivent pas à se battre auprès de la PA, on leur donne des conseils, et puis quand on revient 3 mois plus tard, ils n'ont toujours rien fait. Donc, il y a aussi des parents comme ça. On ne peut pas faire à leur place. Nous, on ne peut vraiment pas faire les choses à leur place. Nous, on les conseille, après, ça reste du conseil. Ils font ce qu'ils veulent avec. Mais si on voit que ça ne bouge pas, de leur côté, on ne va pas forcément les relancer toutes les semaines. Hein. C'est à eux de venir vers nous. Et puis, mais s'il y a une problématique du parent qui fait les démarches, mais qui se retrouve devant une porte close, là... Là, c'est complètement différent. Là, c'est sûr que si les personnes font les démarches et puis qu'ils se trouvent devant un mur, là, on intervient, on essaie d'intervenir comme on peut pour essayer de débloquer la situation. D'accord. Donc on est quand même encore loin, on est encore loin de la... Ah, mais alors on est encore loin. Nous, dans notre région, en tout cas, on commence gentiment à se faire connaître. Donc typiquement, les institutions officielles, hein, comme ici en Suisse, on a une AMO, qui est donc c'est bien souvent présentée comme une alternative au placement, mais elle peut être une alternative tout court sans forcément avoir un placement si on ne la suit pas. C'est comment c'est exactement? AEMO, c'est éducateur éducateur, attends. Je te fais. Éducateur à domicile. Aide éducative en milieu ouvert. Voilà, oui, c'est ça. Il y en a en Belgique aussi. En milieu ouvert. Donc, c'est des éducateurs qui viennent chez toi pour voir un peu comment ça se passe et puis qui t'aident, si on veut bien. J'aime pas ce terme, mais qui t'aident à éduquer tes enfants. Moi, j'appelle pas ça des éducateurs. Hein. Parce qu'en Belgique, oui, les AMO qui viennent à la maison, voilà. Franchement, mais tu te marres. Hein, parce qu'ils viennent faire de la pâte à modeler. On en a aussi, mais... En tout cas, personnellement, j'ai suivi, ça fait exactement 10 ans. J'ai toujours eu une chance incroyable d'avoir les bons éducateurs. D'accord. Et des éducateurs humains. Voilà. Et malheureusement, on en connaît aussi qui font du boulot de M.
Voilà, mais pour dire, donc on a cette fameuse AMO qui, en parenthèse, est gérée par un foyer, hein, typiquement. Euh, mais voilà, notre association, elle commence à se faire entendre justement dans ces milieux-là qui sont reconnus au niveau cantonal. Donc l'AMO est reconnu au niveau cantonal, le foyer Saint-Germain est reconnu au niveau cantonal, l'APA est reconnu au niveau cantonal, tout ce qui est social et curatelle sont aussi reconnus au niveau cantonal. Et toutes ces institutions entendent parler de nous déjà. Sans qu'on ait émis quoi que ce soit. Sans qu'on ait émis quoi que ce soit, sans qu'on ait fait trop de pub. Mais le fait qu'il y ait des parents qui nous contactent, qu'ils en parlent, qu'on fait du bouche à oreille, si on veut bien, comme on est dans un petit canton de 500 000 habitants, si je ne me trompe pas. Donc dans tout le canton, il y a environ 500 000 habitants, ou à million, non pas un million, je crois 500 000 habitants. Voilà, on est un peu considéré comme un des petits cantons où tout le monde se connaît à l'intérieur. Donc voilà, donc après le bouche à oreille fonctionne très vite. Donc voilà, donc à ce niveau-là, on commence à se faire entendre et même ces personnes-là, des gens justement qui sont placés à ces niveaux-là, tels que les curateurs ou les AMO, envoient des parents chez nous. D'accord. Mais des bons curateurs, apparemment. Oui, des bons curateurs, hein, on s'entend. Ils veulent aussi que les parents s'en sortent. D'accord. Donc voilà, donc ça, on commence de se faire entendre ici dans la région par rapport à ça. Donc c'est pour ça que notre assoce, elle commence de se construire. Là pour l'instant on est que les deux, mais il y a peut-être une troisième personne qui va bientôt nous rejoindre. Ce qui fera que, oui, parce que dans notre canton, on a 3 districts. Il y a encore la particularité. Il y a encore cette particularité. Donc, on a encore, à l'intérieur du canton, le canton est encore divisé en 3. Donc, là, grâce à nous, en fait, grâce à la troisième personne qui va bientôt nous rejoindre, on va couvrir justement les 3 régions. Donc, moi, je suis dans la région, ce qu'on appelle la vallée. Moi, l'Ajoie. En Ajoie. Et puis, la troisième personne des Franches-Montagnes. Donc, du coup, on couvrira les 3 districts du canton et on pourra intervenir dans toutes ces régions, si nécessaire. D'accord. Donc, on fait notre petit bonhomme de chemin, on s'agrandit petit à petit. On fait beaucoup parler de nous, surtout. On fait en sorte que ces personnes officielles d'éducateurs et de curatelles entendent parler de nous, voient le travail qu'on fait et assez confiance, on va dire, pour qu'ils envoient des familles chez nous. Et voilà. Et au fur et à mesure, on avance. Donc, et puis après, il y a ces entretiens qu'on aimerait... Après, justement, c'est le droit là où je voulais en venir, c'est que notre association, maintenant, elle va partir sur 2 axes. C'est-à-dire, il y aura un axe consacré à la famille et toute la problématique de la PEA, déplacement, machin et compagnie. Et le deuxième axe qu'on aimerait essayer de faire, mais ça, je sais pas quel genre de porte on va se ramasser à la figure. Mais on essaye. On va quand même essayer de le faire, c'est que toute décision d'amélioration qui pourrait y avoir pour les APA, pour les institutions, mais comme ça, on voudrait essayer d'amener justement la voix des parents qui ont vécu ça à la table ronde pour rentrer en discussion, pour que même ces parents-là se fassent entendre pour améliorer le système. Oui, en tant que porte-parole. En tant que porte-parole, mais des parents. Pas que les améliorations se fassent uniquement entre curateurs, institutions ou APEA, ainsi que la ministre. Hein, donc les 4, ils sont autour de la table et ils discutent entre eux. Non, nous, on s'intègre. Nous, on a envie de s'intégrer. Et puis, vous discutez de ça, mais ça concerne aussi les parents. Donc, entendez notre voix et on cherche des solutions, les 5, ensemble. Et c'est ça notre deuxième axe et c'est ça l'idée aussi. D'accord. Par exemple, ici, ce qui aurait été juste exceptionnel, c'est d'avoir la possibilité d'avoir une ONG
qui a le statut ECOSOC pour pouvoir participer aux actions à l'ONU, le travail qui est fait à l'ONU en Suisse. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé une ONG avec le statut ECOSOC. Parce que la femme, elle m'a dit, Non, si tu as ça, c'est très rare. tu es parrainé et tu vas à Genève et tu vas proposer et tu vas suivre. Et là, tu peux vraiment travailler là-dedans. Pour vous, Bah écoute, à part pour les le- grandes pour les- associations. pour les mandats 2023-2024, nous avons effectivement les présidents de la Suisse qui ont un siège à l'ONU maintenant, au Conseil de sécurité, par exemple. Qui ça? Le ministre de la Justice suisse a obtenu un siège, pas plus tard qu'hier ou Oui, avant-hier. mais il n'y a pas longtemps. Pas plus tard qu'hier ou avant-hier, il a obtenu un siège à l'ONU au Conseil de sécurité, justement en rapport avec la guerre en Ukraine et compagnie. Oui. Mais lui, il va pas. Oui, mais lui, il va pas parrainer. Pour vous dire, c'est la première fois de l'histoire suisse que la Suisse peut être représentée à l'ONU. Nous, pour dire que malheureusement, on est dépourvu de ce système ONU. Parce qu'on est déjà un pays neutre, on n'appartient pas à l'Europe. Ceci est la particularité. C'est la particularité, c'est que nous, on a beau être au centre de l'Europe géographiquement, on ne fait pas partie de l'Europe. Donc, on reprend un peu tout ce qui se fait en Europe, mais on n'en fait pas partie. On garde notre indépendance. Ouais. Et elle est aussi là, toute la difficulté pour ne serait-ce que se faire entendre par le tribunal européen des droits de l'homme. Alors certes, on peut se faire entendre par le tribunal européen des droits de l'homme. Mais il faut passer tous les échelons. Le tribunal européen des droits de l'homme, ils peuvent juste émettre des recommandations à la Suisse. Ils ne peuvent pas leur taper sur les doigts, ils ne font pas partie de l'Europe. Et quand vous parlez du tribunal des droits de l'homme, vous parlez duquel? Bruxelles. Bruxelles, ouais, oui, il y a Bruxelles, le vôtre, non? Ah, le palais de justice, là. Mais au niveau européen, je dis. Il n'y a que ça. Ben, il n'y a que la Commission européenne, le Parlement européen, la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, voilà, la Cour européenne des droits de l'homme. Elle est à Strasbourg, alors, la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, mais c'est une catastrophe, la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, mais Strasbourg. Le problème, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme, si on veut vraiment avoir un résultat, déjà, il faut prendre un avocat, parce que sans avocat, tu n'auras pas de retour. Oui, Là, on m'a dit, tout de suite, on m'a dit, tu payes, et nous, on va aller voir le retour de ta plainte, parce que j'ai porté plainte à la Cour européenne des droits de l'homme contre la Belgique. J'ai toujours pas eu de réponse. On m'a dit que tant que tu n'envoies pas un avocat, tu n'auras pas de réponse. Je dis, ok, c'est bien. Oui, mais toi, tu peux expliquer les échelons des tribunaux, comme tu as dit, il y a les différents... Oui, alors déjà en Belgique, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Quand tu as la problématique avec tes APA, quand tu vas au tribunal, c'est quelle cour qui s'occupe de ça chez vous? La jeunesse, tu parles? PEA, c'est la jeunesse? Oui, alors oui, vous avez la jeunesse, mais après, quand on fait recours à cette décision, ça va où? Donc en fait, tu as le tribunal de la jeunesse, après tu vas à la cour d'appel, puis après tu vas à la cour de cassation, puis après tu vas à la Cour européenne des droits de l'homme. D'accord, donc ça c'est un peu comme en France. Nous en Suisse c'est plus complexe parce que déjà on a plusieurs tribunaux, donc on a ce qu'on appelle le tribunal pénal, on a le tribunal civil et on a le tribunal administratif. Donc ça, ils sont les trois au même niveau si on veut bien. Ils travaillent pour la jeunesse. Pour la jeunesse, ils travaillent tous les trois. Non, ils ne travaillent pas tous pour la jeunesse. Il n'y a que justement le tribunal administratif qui travaille pour la jeunesse. Donc pour les échelons, donc, nous avons ce qu'il y a, les APEA. Donc ça, c'est tout en bas, si on veut bien. Ensuite, on peut faire recours à cette décision. On part au tribunal cantonal, mais administratif. Oui. Donc c'est là que je te disais qu'il y avait les trois. Donc tu as l'administratif, civil et pénal. Mais nous, on part sur l'administratif. Une fois qu'on a passé ça, on va
tribunal fédéral administratif. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on peut aller à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais déjà, rien que pour aller au tribunal fédéral, en fait, nous avons donc les APA qui prennent les décisions, le tribunal cantonal qui prend des décisions aussi par rapport à l'instance inférieure, on va dire, qui prennent aussi leurs décisions. Mais au niveau fédéral, c'est un peu plus complexe. Au niveau fédéral, ils peuvent prendre des décisions, mais ils prennent surtout ce qu'on appelle des arrêtés. C'est-à-dire que, voilà, il s'est passé une problématique dans un canton, donc le tribunal fédéral se penche sur le problème, il regarde tout, puis s'ils voient des trucs qui ne jouent pas, ils disent, ben non, dans cette situation, le tribunal cantonal n'a pas le droit de donner cette décision, etc. Puis ils créent des arrêtés comme ça, petit à petit, au fil des années, en fonction des problèmes. Ce qui fait que après, il y a des tribunaux, ils se basent sur ces décisions fédérales, même des années plus tard. Le dernier arrêté par rapport à cette problématique, voilà, il était comme ça, donc on reprend ce que le tribunal fédéral a dit à ce moment-là. Oui, on appelle ça la jurisprudence. Voilà, la jurisprudence, exactement. Et bien souvent, le tribunal fédéral, une fois qu'ils ont posé leur arrêté, ils renvoient cette décision à l'instance inférieure pour une nouvelle décision. Mais en Belgique, c'est plus ou moins la même chose. Ils te mettent un arrêt, et puis après, si t'es pas, si t'es, il est, en fait, il est valable pendant un certain temps, puis c'est l'autre qui reprend le dessus parce que ils décident de la même décision, ils font un accord entre eux, et au bout du compte, c'est toujours celui-là qui prime toujours devant parce que c'est le côté jeunesse, parce qu'il faut savoir qu'il y a un dossier famille, jeunesse et pénal, et que c'est le dossier jeunesse qui prime au-dessus de tout, donc ça te bloque partout. Après, tu peux avoir un dossier qui est ouvert en famille parce qu'il y a un divorce, tu as un dossier en jeunesse parce qu'il y a un placement, et tu as un dossier pénal parce que tu fais des esclantes et qu'il t'attaque pour diffamation et calomnie. Donc tu peux te retrouver avec 3 dossiers qui est sur la table, un dossier pénal, un dossier jeunesse et un dossier famille. Non mais... C'est ça. C'est ça. Tandis que chez nous, justement, quand on... typiquement, moi je l'ai vécu, tu vas me dire, j'ai tout vécu presque, mais moi je l'ai vécu, typiquement, pour sortir ma fille du foyer, la procédure était déjà lancée auprès de la PA. Mais j'étais pas encore divorcé. Donc du coup, j'ai aussi lancé une procédure de divorce par rapport à mon ex-femme. Et c'est à ce moment-là qu'en guillemets, tout s'est arrêté. C'est-à-dire que les décisions de la PA ont été bloquées tant que le divorce n'était pas prononcé. Donc j'ai dû d'abord commencer par le divorce. Ah oui, Bertin, oui. Tu n'en as pas besoin forcément pour pouvoir saisir la Cour européenne des droits de l'homme, mais pour avoir la réponse de ta plainte, oui, sans avocat, tu n'auras pas de réponse. T'auras pas de, ils vont pas suivre, ils vont pas faire l'action. Je l'ai fait, ça marche pas. Donc voilà. Donc, je sais plus où la noter. Tu as dû faire le divorce avant. Ah oui, donc dès le moment où je suis parti pour faire mon divorce, par exemple, toutes les décisions de la PA étaient bloquées. Donc, je suis parti faire mon divorce, c'est d'abord parti au tribunal machin pour le divorce. Une fois que le divorce était prononcé, il y avait bien marqué dans la décision de divorce comme quoi tout ce qui concernait l'enfant était renvoyé à la PEA, mais que le divorce était effectif, mais que tout ce qui concernait la garde de l'enfant et tout était renvoyé à la PEA. Donc, dès le moment où ils ont eu cette décision, hop, la procédure, elle a pu continuer. Et c'est pareil pour n'importe quelle autre action au tribunal. C'est-à-dire que dès le moment où tu as un dossier à la PEA qui est ouvert, donc qui est en procédure pour récupérer, par exemple, une garde, et puis, je sais pas, moi, qui t'arrive une couille en voiture et que les flics ils portent plainte pénalement, par exemple, pour toi, dès le moment où tu rentres en tribunal pour une autre raison que la PA bloque la décision. Ils regardent la décision que tu as eue au tribunal et après ils trouvent
Et après, ils réouvrent l'instruction. Donc, c'est toujours une procédure après l'autre. D'accord. Ils font jamais 5 procédures en même temps pour la même personne. Ok. Et bien pour conclure l'interview, alors le petit mot de la fin. Votez pour nous. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, mais comme on dit, en tout cas, nous, notre action principale, c'est que notre association, on propose une passerelle entre les familles et les services professionnels qui entourent les enfants placés et qu'on essaye au mieux de faire changer cette situation qui devrait, à un moment donné, s'arrêter. Les schémas répétitifs et les préjugés devraient s'arrêter. Alors, moi, je vais plutôt donner le mot de la fin un peu plus général. Voilà. C'est surtout un petit message à toutes les familles qui vivent ça. Alors, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seuls. Il y a plein de monde autour de vous, même des amis proches probablement, qui vivent les mêmes situations, mais qui n'osent pas en parler. Ça se fait beaucoup. Donc, courage, vraiment courage à vous. Ne lâchez rien. Battez-vous pour vos convictions. Et puis, n'hésitez pas à chercher de l'aide si le besoin s'en fait sentir. Bertin, Kuojo, je vais parler avec vous en privé dès que j'ai le temps et on va voir ensemble s'il y a des nuances qu'on pourrait faire parce que moi j'attends toujours la réponse de la Cour européenne des droits de l'homme par rapport à la plainte que j'ai déposée contre la Belgique. Et en pièce jointe, j'avais bien déposé un document de la cassation, donc la plainte est recevable. Mais que voilà, je n'ai pas eu de réponse. En tout cas, moi j'ai aussi quelque chose à vous dire. Bravo pour votre travail, continuez comme ça. On est tous là pour le même objectif, défendre l'intérêt de l'enfant, protéger les enfants, faire en sorte qu'on respecte les familles, qu'on respecte les enfants, que les choses changent et qu'on retrouve un côté humain et non un côté business et fric qui fait de l'horreur hein, et qui fait beaucoup de destruction. Parce qu'ils sont quand même payés pour défendre l'intérêt de l'enfant et en pratique, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Ça, c'est clair. Donc, merci beaucoup, courage, une bonne soirée. Merci à toi. Et puis, on se tient au courant alors pour les actions, etc. Il n'y a aucun problème. Merci. Allez, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, au revoir.